Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Chers auditeurs, bien le bonjour à vous et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Vous serez en compagnie de Moïse Self pour ce nouveau numéro d'Africatech, l'émission qui met en avant la technologie de l'Afrique. Comme d'habitude, nous commencerons par l'agenda technologique avec la Minute Click, puis dans la rubrique décryptage, nous écouterons Jem Dangui, professionnel du DevOps, sur les défis que rencontre cette culture en Afrique, et nous terminerons par le débat virtuel avec nos chroniqueurs sur le sujet du jour, avec le Niger qui durcit sa loi sur la cybercriminalité, renforçant les sanctions pour les diffusion de contenu troublant ou de diffamation. Mais avant de passer à la Minute Click, laissez-moi vous présenter ceux qui m'accompagneront aujourd'hui. Alors, je serai accompagné de Karen Novelle du Mozambique, chroniqueuse à Ifriqiya FM. Bonjour Karen. Bonjour Moïse et bonjour à nos chers auditeurs. Je serai aussi en compagnie de Joseph Ahanda, aussi chroniqueur à Ifriqiya FM. Bonjour Joseph. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Et pour finir, je serai avec Benjamin Mba, qui est de la Guinée équatoriale. Benjamin, ce n'est pas la première fois de participer à cette émission avec nous. Tu es un passionné de technologie. Je te souhaite la bienvenue une fois de plus. Merci, bienvenue en l'Afrique. Je vous remercie d'avoir accepté une fois de plus mon invitation. Maintenant, nous allons passer à la Minute Click. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. Niger. Le Niger durcit sa loi sur la cybercriminalité, renforçant les sanctions pour la diffusion de contenus troublant l'ordre public ou diffamation. Gabon. Le ministre gabonais a reçu une délégation du PNUD qui a représenté le programme Unipods pour les universités africaines. Burkina Faso. Le Burkina Faso connecte 9 universités au haut débit pour 6,2 millions de dollars, financés par la Banque mondiale et Orange. République du Congo. Le Congo lance la connexion des administrations publiques au haut débit pour 3,5 millions de dollars, visant à améliorer les services numériques. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. Maintenant, place à la minute décryptage avec Jem Dangui depuis le Congo-Brazzaville pour nous parler du DevOps. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Chers auditeurs, aujourd'hui nous discutons de DevOps en compagnie de monsieur Jem Dangui, professionnel de l'informatique et adepte de la culture DevOps. Parce que oui, le DevOps, c'est une culture. Bonjour monsieur Jem. Bonjour Moïse. Alors c'est un plaisir de vous avoir encore une fois sur l'émission pour Africatech. Alors aujourd'hui nous allons parler de DevOps. Est-ce que vous pouvez donner une définition du DevOps dans sa globalité? C'est quoi le DevOps? Alors pour faire simple, le DevOps c'est une culture qui aujourd'hui a pour objectif justement de rapprocher les équipes. Alors à la base, au sein des entreprises où nous avons besoin de développer des logiciels ou encore des applications, nous avons fondamentalement deux types d'équipes qui travaillent en synchronisation. D'un côté, nous avons les devs qui développent, de l'autre, nous avons les ops qui sont chargés de la mise en place de l'infrastructure. Traditionnellement, ces équipes-là, avec des sérieux problèmes de communication et bien d'autres, généralement des retards de livraison, des applications livrées de mauvaise qualité. Et donc le DevOps, les gens ont réfléchi, ont apporté donc cette solution qui est la culture DevOps, qui a donc pour objectif de réunir ces deux équipes-là afin de produire et de livrer des applications de meilleure qualité dans des meilleurs délais. Très bien. Alors, le DevOps aujourd'hui, c'est une culture en plein développement, en plein essor, surtout sur le continent africain. Est-ce qu'on peut dire que c'est une culture adaptée? Est-ce qu'elle est acceptée de tous aujourd'hui? Aujourd'hui, dire qu'elle est adaptée à l'Afrique, oui, parce que effectivement, c'est une culture en plein essor. Et l'Afrique également est un continent qui est en plein essor, qui est en plein développement. C'est-à-dire que avec sa jeunesse qui est super jeune, on a de quoi apprendre, monter en compétences et justement adopter cette culture-là. Et donc, oui, je dirais qu'elle est adaptée parce que non seulement également les jeunes qui apprennent, mais aussi les infrastructures qui sont en train d'être mises en place petit à petit
aussi en termes d'évolution et qui sont plutôt adaptés avec les cultures actuelles comme le DevOps. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle, vous pouvez nous donner peut-être des exemples des cas concrets d'utilisation de la culture DevOps avec l'ingénierie logicielle et l'application de l'intelligence artificielle? Dans des cas dans certains pays qui sont plutôt en voie de développement comme le Kenya ou encore l'Afrique du Sud, nous avons plein de startups qui aujourd'hui font en sorte de coupler un peu ces technologies-là, ces méthodologies et aussi ces outils qui sont l'IA, qui sont l'ingénierie logicielle. Et justement, nous avons des startups. Certains m'échappent un peu, on va dire. Pour des cas concrets, je dirais que oui, il y a plein de startups. Mais bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un adepte de la culture DevOps? Qu'est-ce qu'il faut très concrètement en termes de connaissances, en termes de maîtrise de technologie? Donc, premièrement, il faut déjà commencer par en savoir un peu plus sur le développement logiciel, comment cela se passe. Donc on peut pas être DevOps si on n'est pas développeur à la base, c'est ça? Pas forcément. On peut ne pas être développeur à la base, mais on peut en savoir un peu sur le développement logiciel, n'est-ce pas? Parce que le but est justement de développer et livrer justement des logiciels. D'accord. Voilà pourquoi on parle de DevOps. Alors, on peut partir d'un profil d'administrateur système, par exemple, ou d'administrateur réseau, et de facilement switcher vers le DevOps. Tout ça là, ça va nous conduire à en savoir un peu plus sur les méthodologies de développement, sur les outils développés. On peut partir de ce profil-là, en apprendre sur les technologies de développement logiciel, les méthodologies de développement logiciel. Aujourd'hui, on parle plus de méthodologie agile, parce qu'il faut dire que le DevOps se base un peu sur les fondements agiles, parce que c'est justement cette force-là aussi qui fait du DevOps. Vous avez les méthodologies agiles qu'il faut comprendre, vous avez les technologies utilisées comme pour faire de l'automatisation, pour faire de la containerisation, par exemple, pour faire du monitoring. Donc vous avez toute une partie au niveau du développement d'abord, et après vous avez une seconde partie au niveau de l'infrastructure. D'accord. Quand vous arrivez au niveau de l'infrastructure, vous avez la sécurisation de l'infra, vous avez de la surveillance d'infra, et vous avez plein de choses qu'il faut comprendre. Mais pour un début, vous avez des concepts fondamentaux comme le CI/CD, la containerisation et la surveillance d'infrastructure qu'il faut fondamentalement comprendre pour se lancer dans le DevOps. Alors, vous avez parlé aujourd'hui on en parlait tout à l'heure de la culture DevOps qui est en plein essor et auquel le continent africain essaie de s'adapter. Quels sont les défis auxquels cette culture est confrontée sur le continent africain? Les infrastructures ou encore les pays sont en plein développement et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore à des états optimaux, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que les infrastructures ou encore les environnements technologiques de certains pays, moi par exemple je suis au Congo-Brazzaville, oui. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des efforts qui sont mis en place des gouvernements ou encore des entreprises afin de construire un environnement technologique assez intéressant. Mais étant donné que nous ne sommes pas encore à ce stade-là, eh bien il y a un gros défi qui est d'abord humain, puisque d'abord c'est l'homme, la compétence, la formation. Vous parlez de main-d'œuvre. Un défi de formation, oui, de la main-d'œuvre. D'accord. La main-d'œuvre compétente en tout cas, pour monter justement, parce que les jeunes aujourd'hui qui sont en train de monter, mais ils ne le sont pas encore vraiment, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il est compliqué de répondre justement à la demande qui est croissante sur le continent et dans nos pays. Nous avons ce défi humain-là, nous avons le défi d'infrastructure, parce que dans plein de pays africains, nous avons encore Internet qui est assez cher, on va dire qu'il n'est pas accessible à tous, et donc ça également c'est un gros défi. Et nous avons donc ces infrastructures, parce qu'aujourd'hui quand on parle de DevOps, nous avons le cloud qui est intimement lié aujourd'hui au DevOps. Et vous allez voir que le cloud c'est quelque chose qui est assez cher, qui n'est pas accessible également à tous, parce qu'en Afrique, pour l'instant, nous n'avons pas de fournisseurs cloud à proprement parler. Et ça aussi c'est un frein pour certains pays, pour certains jeunes qui veulent justement se lancer dans le DevOps. Et donc tout cela, ça constitue de gros défis, mais que je pense qu'ils peuvent être surmontés dans un avenir prochain. Et pour surmonter, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors déjà, premièrement, la formation. Très bien. Parce que sans compétences, on ne peut rien faire. Premièrement, ce que moi je préconise justement pallier ce défi-là, c'est d'abord s'adapter, se focaliser sur le facteur humain. Donc la compétence, former les jeunes, parce que franchement, avec toute cette jeunesse qu'on a en Afrique, ce serait dommage de gâcher cela. Alors former les gens, former les jeunes surtout dans les technologies, les méthodologies agiles, DevOps, etc. Et pour les entreprises, les autorités, mettre en place un environnement technologique propice, favoriser l'accès à Internet, rendre cela accessible à un plus grand monde, mettre en place des politiques ou encore des réglementations qui favorisent justement l'intégration des jeunes dans ces domaines technologiques et bien d'autres. Donc, c'est-à-dire que nous avons des infrastructures qui nous permettent justement de faire ce que nous pouvons, mais aussi aux acteurs africains, gouvernementaux ou encore entreprises, de faire en sorte que nous puissions avoir une certaine gouvernance cloud. Je viens de le mentionner tout à l'heure, nous n'avons pas de fournisseurs cloud en Afrique. Alors, on est obligé de sortir, aller à l'extérieur, justement, avoir des ressources cloud aux États-Unis, en Europe, etc. Si nous avions cela en Afrique, je pense que ça aurait été autrement. Alors donc on retient pour les solutions, la formation, la politique, la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup monsieur Jem d'avoir répondu à nos questions. Ce sera tout pour notre rubrique décryptage et on se dit à tout à l'heure pour la dernière rubrique de notre émission, le débat virtuel. Merci Moïse. Merci à vous et bonne journée.
Africatech, La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Alors, chers auditeurs, mes invités et moi sommes de retour pour le débat virtuel. Africatech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Aujourd'hui, nous parlons de cybercriminalité, nous parlons de loi. Parce que le Niger va durcir sa loi sur la cybercriminalité. Le Niger compte renforcer les sanctions pour la diffusion de contenus troublant à l'ordre public ou de diffamation. Alors, Benjamin, la première question se tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en penses d'abord? Est-ce que tu penses que la réaction elle est fondée? Est-ce que c'est nécessaire? Bon, si est-ce qu'on va prendre en considération qu'à l'Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup des attentats, cybercriminalité, c'est très important de mettre en place certaines mesures de sécurité qui vont empêcher ces genres d'activités, tu vois. Donc, si dans Niger, c'est un problème palpable, un problème qui passe, oui, bien sûr, le gouvernement doit établir des mesures, des protocoles pour éviter que son population doit souffrir ce genre de choses. Joseph, il y a plusieurs pays, il y a eu plusieurs réactions sur le sujet, et on a qui disent cette loi, le durcissement de cette loi pourrait être un moyen d'empiéter à la liberté d'expression. Moi, je pense que si le gouvernement a mis en place cette loi, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont compris qu'ils doivent réglementer la communication numérique au Niger. Voilà, ils ont sûrement eu à établir un programme où ils ont fait face à certaines difficultés. Ils se sont rendus compte que justement, il y a des malversations qui se déroulent au niveau du contexte numérique au Niger. Et il va falloir réglementer ces situations en mettant en place des lois plus dures, en fait. Oui. Parce que particulièrement en Afrique, il y a ce souci-là de non-légitimité lorsque on veut faire le partage d'informations, on ne vérifie pas assez bien. Et je pense que parmi les lois qui ont été érigées pour être plus dures, il y avait justement ce contexte-là où ils ont décidé d'agir plus dur sur la légitimité sur le partage d'informations liées aux entreprises et aux personnes. Oui, je voulais ajouter quelque chose que notre camarade vient de dire maintenant. Si est-ce qu'on parle de la liberté d'expression, oui, c'est vrai, la première des choses que l'État doit établir, c'est la définition plus précise possible sur qu'est-ce que ça veut dire, liberté d'expression. Bien, et si est-ce qu'on va considérer à la question de si cette loi va empêcher la liberté d'expression, je considère que c'est une question de perspective. Si est-ce que tu es d'accord avec la loi de ton pays, ça va pas empêcher rien. Mais non, si est-ce que tu n'es pas d'accord, ça va empêcher des choses. Parce que par rapport à l'interprétation que chacun a de son liberté, que la plupart des personnes pensent que la liberté c'est une libertinage, que tu peux dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, ça va poser des problèmes, ça va poser des conflits sur certains types de personnes. Oui, et à titre d'exemple, ou bien pour parler même de la loi, les nouvelles sanctions qui sont incluses dans la loi prévoient des peines de 2 à 5 ans de prison et des amendes de 2 à 5 millions de francs CFA pour la diffusion de contenus troublants à l'ordre public ou une porte atteinte à la dignité humaine. Alors, Karen, tu penses que c'est trop ou tu penses que c'est pas assez? On parle de 2 à 5 ans d'années en prison, 2 à 5 ans de millions de francs CFA comme amende. Je pense que 2 à 5 millions en euros, c'est un peu plus... De 2 000 à 3 000 euros. Oui. Est-ce que tu penses que c'est peu ou c'est pas assez? Bon, dire que c'est peu quand même, on ne dirait pas que non, parce que, bon, on voit ce que Benjamin est en train de dire, qu'au niveau au Niger et aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le niveau des attaques cybernétiques sont en train d'augmenter. Oui. Oui, je vais ajouter quelque chose. Je considère que c'est peu. D'accord. Les mesures. Parce que quand, d'abord, on doit savoir que la dignité, c'est l'une des droits fondamentaux qu'ils ont établis dans les constitutions. On est en train de parler qu'une personne va attenter contre un droit fondamental que tu as comme être vivant. Pas seulement être humain. Donc, on doit te punir.
avec toute la force nécessaire pour éviter que des autres personnes peuvent faire quelque chose comme celui-là. Donc, je considère que ça doit... Toi, tu as dit 2 ans à 5 ans de prison. Oui. Lors de l'élaboration d'une loi, en fait, il y a un contexte bien précis qui est mis en place. Et les juristes, justement, établissent le niveau de pertinence lié au fait qu'ils vont élaborer, justement, des sanctions par rapport à la fraude en question, en fait. Nous sommes dans un contexte numérique. Le contexte numérique en Afrique, il n'est pas encore complètement réglementé. Oui. Ouais. Quand on parle de fraude liée à la dignité, comme Benjamin l'a si bien dit, c'est un droit fondamental, la dignité. Quand on parle, tu as parlé de la dignité, tu as parlé de troubles à l'ordre public. Je prends un contexte précis. Tu postes par exemple, on va dire, des vidéos qui n'ont pas lieu d'être, parce que également il y a la jeunesse qui est sur le numérique au travers des réseaux sociaux, incitation à la violence. Il y a des jeunes qui n'ont même pas encore la capacité de pouvoir comprendre ce qui est. Et voilà, ils copient justement ce qui se produit au travers de ces vidéos. Là, tu es en train de les entraîner de manière psychologique à te suivre en fait. Parce qu'ils te prennent comme exemple. Exemple, ce que toi tu proposes. Mais du coup, ce que tu dis, c'est très pertinent, mais ça nous pousse à se demander, est-ce que le gouvernement est le seul à pouvoir faire quelque chose? Est-ce que la société civile peut aussi faire quelque chose? Et si la société civile peut faire quelque chose, qu'est-ce qu'elle peut faire? Par exemple. Bien. La sensibilisation d'abord tout premièrement. Oui. Aujourd'hui, prenons le cas des réseaux sociaux. Et il y a des réseaux sociaux, en tant que parent, tu as la mesure de pouvoir contrôler ce que tes enfants regardent, ce que tes enfants reçoivent comme notification, justement. Et à travers cela, tu pourrais les rediriger vers des contenus qui seraient plus adéquats pour eux. Oui. Voilà. Les créateurs de ces réseaux sociaux-là, ces entreprises-là, ces grandes entreprises, justement, elles doivent mettre des éléments plus techniques pour permettre à ce qu'on puisse protéger. Et je pense que c'est effectif de nos jours. Il y a la possibilité maintenant de signaler au niveau des réseaux sociaux lorsqu'on fait face à une information qui n'est pas... Voilà. Qui n'est pas correcte. Je pense que c'est même une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée sur le réseau social X, où lorsque quelqu'un poste une information, il y a des gens qui sont capables, enfin, qui ont la possibilité de dire si l'information postée est vraie ou pas. Faux. Oui, ça c'est bien. Donc, c'est les nombreuses mesures qui sont mises en place de nos jours. D'accord. Benjamin? Bon, normalement, Joseph va parler d'une chose très importante, c'est la sensibilisation. Et aussi, je considère qu'au niveau social, quand on parle des parents, la famille, le contrôle parental, c'est très important. On doit éviter cette culture que c'est pas très propre que les nouvelles générations ils ont par rapport à les enfants, qui les laissent à les enfants. Un enfant de 5 ans, 10 ans, il a une portable, une tablette avec la connexion à Internet et n'importe quel type de contenu elle peut voir. Ça, c'est mauvais. Et aussi, si est-ce qu'on part au niveau des applications, les plateformes, les entreprises, oui, c'est là-bas que ça va rentrer les mêmes gouvernements. Parce qu'à la fin, c'est le gouvernement qui va établir quel est le type de contenu, quel est le type de culture, d'éducation que son population doit avoir. Oui, bon, ça c'est dans le cadre public. Mais moi, je me dis, supposons qu'un enfant, bon, je sais pas, peut-être ton petit frère ou je sais pas, ou ton enfant à toi, il a un téléphone, il est contrôlé, il y a tout ce qui se passe. Parce que lorsqu'on parle de cybercriminalité, il faut pas voir seulement l'aspect éducatif. L'aspect éducatif, c'est-à-dire les contenus auxquels sont exposés les enfants. C'est vrai, mais il y a des choses qu'on vit tout au quotidien. Je sais pas si les attaques liées aux données, par exemple. Non, pas forcément. Je sais pas si vous connaissez les brouteurs. Je pense que ça vous dit quelque chose. Les brouteurs. Oui, les brouteurs, pour nos auditeurs, un brouteur, de façon générale, c'est un escroc de l'Internet. C'est une personne qui passe son temps sur Internet à escroquer les gens. Très souvent, c'est avec des chantages émotionnels, avec... passage au travers des SMS qui sont liés aux données qu'il a eu à se renseigner à propos de ta personne. Imagine, toi, ton enfant,
peut-être toi-même, ça peut t'arriver, tu reçois un message qui dit venez, faites un don pour tel orphelin, il est dans tel village, vous pouvez aider ceci, vous pouvez aider cela. Moi, lorsque j'envoie mes données, je paye, je donne de l'argent. Lui, il réceptionne cet argent. Il réceptionne, il fait sa vie avec. C'est de l'escroquerie. Oui, bien sûr. C'est du faux, c'est un crime. Ouais. Mais dans ce cas-là, par exemple, moi je me dis, on voit pas seulement les enfants, même avec les adultes en fait. Particulièrement les plus âgés, comme tu l'as si bien dit, justement. Ils sont plus exposés à cela parce que, et particulièrement, ils ne sont pas de cette ère numérique dans laquelle nous sommes. Voilà. Un moyen de les protéger particulièrement, c'est de les faire comprendre justement que, au travers de la sensibilisation, comme j'ai dit, au travers également des messages au niveau des réseaux sociaux, de signaler ce genre de personnes ou bien de permettre à ce qu'on puisse identifier ces personnes au travers de leurs adresses IP si c'est possible. Oui, bien sûr, ça existe. Voilà. Bon, moi, tout à l'heure, on parlait en haut avec Karen, la création de labels pour attester l'authenticité par exemple, d'une publication. Je suppose que moi, je veux faire une cagnotte. Je fais une cagnotte pour quelqu'un qui a besoin d'argent dans mon entourage, peut-être pour une opération ou pour un orphelinat. Lorsque je fais ma cagnotte, sur un site web par exemple, je demande à un organisme d'authentifier mes opérations. Et de sorte que lorsque les personnes qui vont venir sur le site web pour donner l'argent, ils vont voir le label de la cagnotte. Ça c'est effectif au niveau des réseaux sociaux maintenant. Oui. Même au niveau des comptes en fait, il y a le label de vérification. Il s'agit bien du compte de telle personne parce que ce n'est pas seulement au niveau des brouteurs comme tu as dit. Il y a aussi l'usurpation d'identité qui se fait. Aussi, oui. Il y a l'usurpation d'identité qui se fait et justement c'est bien de l'avoir notifié. La marque du label est très importante de nos jours. Ça peut être un label, je sais pas, en collaboration avec une organisation internationale, quelque chose qui n'est pas lié à un privé, à un particulier en fait, que c'est quelque chose comme une ONG qui pourrait aider à protéger les consommateurs. Parce que les personnes qui sont les plus exposées, c'est les personnes qui ne savent pas utiliser les technologies, les plus jeunes et les plus vieux. Pour nous, qui sont dans la tranche d'âge moyenne, on peut savoir, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller, oui, mais c'est différent pour les autres. Je pense qu'au niveau, comme on disait précédemment, au niveau des réseaux sociaux, c'est déjà effectif. Je ne sais pas s'il y a des entreprises à ce niveau qui le font déjà. Je pense qu'il y en a qui le font, mais je pense qu'il faudrait le mettre plus en avant maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont connaissance de cela, de ce genre de services qui sont proposés. Oui, ça serait intéressant d'implémenter ce genre de choses. Alors, peut-être un dernier mot pour la fin, avant qu'on termine. On va faire un tour de table, Joseph. Moi, je pense que les sanctions qu'on a établies au niveau du Niger, elles sont normales. Il est important que les utilisateurs des services informatiques et numériques sachent ce à quoi ils sont exposés lorsqu'ils font leurs posts, lorsqu'ils font leurs activités au travers du numérique. Parce que autant la loi terrestre et physique est implémentée, autant elle devrait se faire également sur le plan du numérique. Très bien. Benjamin? À tout problème qu'un État peut avoir, cet État doit fournir des solutions. Si rebooster les lois de cybercriminalité, c'est l'une des solutions que l'État nigérien a pensé que c'est la meilleure option. Je suis totalement d'accord. Et aussi, comme j'ai dit avant, je supporte beaucoup qu'un puni, ça doit se faire très bien. Une punition. Une punition d'accord. Doit être lourd. Oui, pour éviter des possibles futurs actes comme celui-là. Alors, très chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre numéro. Je remercie mes invités d'avoir répondu présent. Je remercie également Asiba qui est à la réalisation. Vous pouvez retrouver ce numéro sur nos réseaux sociaux ainsi que notre application disponible sur le Play Store. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.